Donc, vous regardez la carte de champ, page 37, et puis vous essayez de réfléchir à la question 3. Donc cet exercice, il a été, enfin ce genre d'exercice avec une carte de champ, bah, ça tombe assez régulièrement dans les interros. Donc ça vaut le coup de savoir le faire. Alors d'ailleurs, dans les annales, si vous tombez sur ce genre d'exercice, je ne me rappelle plus quelle année ça avait été, mais on avait fourni aux étudiants une carte de champ qui était vraiment mal dessinée. Du coup, c'était très très dur de travailler avec ça, quoi. Donc si jamais vous faites des exercices et puis que vous apercevez qu'il y a un truc pas clair, vous me demandez. Que si ça se trouve, vous avez un sujet qui est un peu naze. Ouais. Copie d'écran. Donc on donne cette carte-là. Ce qui est représenté, ce sont les lignes de champ. Et comme je vous avais déjà dit, quand on représente une ligne de champ, il faut obligatoirement indiquer son sens. Donc c'est les différentes petites flèches là que vous voyez un peu partout. Alors, première question. Alors déjà, on vous guide un peu parce qu'on vous dit que c'est une carte de champ qui est créée par deux charges Q1 et Q2, placées dans le vide. Et première question, déterminer les coordonnées des deux charges Q1 et Q2 ainsi que leur signe en justifiant un minimum. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Elles se trouvent où ces charges Q1 et Q2? Ouais. Et au niveau de leur signe, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais. Ouais. Bon, les lignes de champ, je mets comme ça pour écrire plus rapidement. Donc, car les lignes de champ, on va mettre comme ça, divergent à partir de ces deux points. Elles s'éloignent, les charges, je préfère. Ok, ça c'est simple. Alors, petit b, pourquoi la carte de champ est-elle symétrique par rapport au plan OXZ? Bon, le plan OXZ, alors il faut faire gaffe, l'origine est ici, d'accord? Donc l'axe Z, il est vers nous.
dessiner ça comme ça. Donc pourquoi la carte de champ est-elle symétrique par rapport au plan OXZ, à votre avis? Ouais. Bon, je le mets comme ça. Donc OXZ contient les deux charges. Donc c'est un plan de symétrie pour la distribution de charges, de DC, hein, pour faire court. Donc c'est un plan de symétrie pour le champ. Bon, il est noté E' dans la question, peu importe. Donc on en revient toujours au tableau là, des propriétés de symétrie du champ. Alors, pourquoi le champ E'? Ouais, je vais mettre E', sinon. Pourquoi le champ E' appartient-il à l'axe OX en tout point de cet axe? Que peut-on dire de la carte de champ dans tout plan contenant l'axe OX? On va dire que... On va commencer par la fin. Tout plan contenant OX est plan de symétrie pour la DDC. Donc, pour le champ également. On peut dire qu'il y a symétrie de révolution d'axe OX pour le champ. Et donc, vu les propriétés, page 20, en un point appartenant à deux plans de symétrie, est collinéaire à la droite d'intersection des deux plans. Donc là, il y a même, c'est pas deux plans, c'est une infinité de plans qui contiennent l'axe OX. Donc, tout point de l'axe OX a un champ qui est selon OX. Ouais. Comment on a en disant
disant que l'axe X était un axe Ouais. révolution. Bah, ça suffit parce que ça veut dire que tout plan qui contient l'axe X est plan symétrique. Oui. D'accord? Donc, à l'intersection de deux plans symétriques, vous avez l'axe X. Oui. Donc, tout point qui appartient à l'axe X, il est tel que le champ en ce point appartient à l'axe X. D'accord? La propriété, elle est vraie à partir de deux plans. Mais là, on a une infinité de plans de symétrie. D'accord? Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est... on peut faire un petit schéma éventuellement pour... D'accord, si on représente l'axe X comme ça, l'axe Y comme ça, alors ce plan-là, par exemple, c'est un plan de symétrie. Voilà, ça. Bon, une autre façon de l'écrire. En fait, vous n'avez pas que deux plans de symétrie, vous en avez une infinité tout autre. Donc, je finis la question. Que peut-on dire de la carte de champ dans tout plan contenant l'axe OX? Eh ben, la carte de champ présente une symétrie par rapport à OX. Autrement dit, il faut imaginer que la figure qui est représentée dans le plan, ici, on peut la tourner, on aura toujours la même. D'accord ? Donc, je le mets comme ça, dans tout plan contenant OX, on retrouve la même carte de champ. Je vais tisser. Que peut-on dire du point C de coordonnées moins 0,5, 0? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en ce point-là? Il est là. Ouais. Car
Enfin, justifié. Qu'est-ce qui justifie que le champ soit nul ici? Oh. Perpendiculaire, je ne sais pas. Ouais. Alors, on va mettre ça comment? Comme ça. Écrit mal. Car C est au sommet de deux lignes de champ de sens contraire. Et comme E ne peut pas avoir deux sens différents au même point, il faut forcément que le champ soit nul ensuite. Vous n'arrivez peut-être pas forcément à me relire. Donc je dicte, et comme E' ne peut pas avoir deux sens différents en un point, ça implique que E' égale 0, vecteur nul, pardon, en C. Donc chaque fois que vous aurez un truc comme ça, avec un point au sommet de deux lignes qui n'ont pas le même sens, ça veut dire que le champ sera... Ouais. La carte de prime, c'est tout ça. D'accord. C'est une représentation des lignes de champ. Ce qu'on appelle la carte du champ, c'est une représentation des lignes. D'accord. On allait retrouver en coupant l'axe X. Ouais. On allait avoir la même carte. C'est-à-dire on ne tient pas compte du décalage, c'est ça? Je ne comprends pas bien la question. Attends. Ce que je voulais dire, c'est que vous prenez le plan du tableau, d'accord? Vous le faites tourner comme ça autour de OX. Vous avez toujours le même dessin des lignes de champ. C'est ça que ça veut dire. D'accord. Hein? Et ce qu'on a montré, c'est que sur un point de l'axe X, le champ il est porté par l'axe X. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être nul en un point. Peut-être que à droite du point C, peut-être que le champ il est dirigé comme ça, par la gauche, alors que de l'autre côté, ici, il sera dirigé vers la droite. Oui. Enfin, il est défini sauf à l'endroit des charges. Mais bien sûr. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Non, mais dites-moi, s'il y a des trucs pas clairs, il vaut mieux qu'on clarifie maintenant. Donc, ce qui vous posait problème déjà, c'était la notion de carte de champ, c'est ça ou pas? Ou est-ce que ça c'est clair? Je n'arrive pas à voir la distinction entre le champ et la carte de champ. Alors, quand on donne comme ça une carte de champ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un point ici, par exemple, le champ il est tangent à la ligne de champ, et la ligne de champ étant orientée comme ça veut dire que là, on va avoir, par exemple, un champ comme ça. Ici, le champ, il sera comme ça. D'accord? Ici, le champ, il sera comme ça, alors que là, il sera comme ça. Je le prime pas. D'accord?
Alors, on aurait pu, au lieu de représenter les lignes de champ, on aurait pu représenter E' en plein de points, mais ça fait vite une figure qui est lisible, quoi. Donc, en représentant simplement les lignes de champ, on sait, ça nous donne l'allure du champ, finalement. On sait que le champ, il est tangent et on a le sens. Donc ici, si je continue, il y a des chances que là, le champ sur l'axe X, à cet endroit-là, il soit comme ça. Ici, visiblement, il sera comme ça. Et ici, il sera plutôt comme ça. D'accord? Et à cet endroit-là, il est libre. Alors les longueurs, là, j'ai mis un peu n'importe quoi, bien sûr. Alors, les lignes de champ ne nous indiquent pas la norme du champ. Ça nous indique uniquement la direction du sens. Okay. Alors, petit d, on déduire une relation entre Q1 et Q2. Donc là, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'était juste qualitatif. Ça commence à être quantitatif avec le champ au point C, pardon. Et puis là, on va en déduire une relation entre Q1 et Q2. Je vais les mettre sur la figure, Q1 et Q2. Là, Q1, il est là. Elle est là. Et là, c'est Q2. Alors, c'est la petite idée. Donc, principe de superposition. Le champ qui est créé en ce point-là, c'est égal au champ créé par la charge Q1 et le champ créé par la charge Q2. Principe de superposition. Donc, on va exprimer le champ, dans le champ E'1 et E'2. Alors, j'ai écrit sur pi epsilon 0, Q1 sur la distance au carré. Alors, par rapport à la charge Q1, le point C, il se trouve à 0,5. Et puis, comme c'est une charge qui est positive, donc le champ, il s'éloigne comme ça. Donc, EX. Ensuite, je verrai le signe après. 1 sur 4 pi epsilon 0 Q2. La distance de cette charge-là à C, du coup, c'est 1,5 au carré. Comme la charge est positive, le champ s'éloigne. Donc, il faut que je mette un moins devant pour avoir quelque chose selon moins E. Donc, tout ça, ça doit être égal à 0. Donc, on en déduit que Q1 sur 0,5 au carré moins Q2 sur 1,5 au carré égale à 0, en regroupant les deux termes. On va faire Q2 sur Q1 peut-être. Donc ça nous fait du 1,5 sur 0,5. Je vérifie que je le mets dans le bon sens parce que sinon... ouais, c'est ça. Donc ça fait 1,5 sur 0,5 le tout au carré. Donc 1,5 sur 0,5 ça fait 3, au carré ça fait 9.
Donc, on en déduit que Q2 égale 9Q1. Donc, voilà le rapport qu'il y a entre les deux charges. Alors, évidemment, on ne peut pas les déterminer, hein, mais on n'a pas assez d'éléments pour savoir quelle est la valeur de Q1 et la valeur de Q2, mais on sait déjà que Q2 égale 9 fois Q1. Monsieur, Oui. en connaissant notre point, le champ, les lignes de champ pour un point donné, est-ce qu'on pourrait déterminer Q2 et Q1? Oh, oui, on aura un système de deux équations, deux inconnues, donc ça serait faisable, ouais. Ok. Il faudrait qu'il y ait un autre point, par exemple, où le champ est nul, mais là, il n'y en a pas. Mais dans un exercice, on peut très bien vous dire, on sait que le champ vaut telle valeur en tel point, par exemple. Mais monsieur, ici, par Ça exemple, pourrait se faire comme ça. surtout ça c'est pas nul ici, genre le champ il est pas nul ici. Alors, petite... Alors, on se place en un point M, R, θ, phi, repéré par ses coordonnées sphériques, R, θ et phi, tel que R soit très supérieur à la distance entre les deux charges. En vous aidant de la question 1, donnez sans faire aucun calcul une expression rapprochée. On ne l'a pas faite, la question 1. Ah, ouais, c'est juste pour dire, c'est l'expression du champ, donc ça va. Alors, on va faire un petit schéma juste pour expliquer. Donc, il faut imaginer le truc un peu comme ça. Alors, je vais le représenter dans le plan, hein, mais... Alors, je vous expliquerai après là, pourquoi il y a cette question. Qu'est-ce que ça implique? Donc, imaginons on a ça. Donc là, on a la charge Q1, là, on a la charge Q2. Et puis, on regarde ce qui se passe ici. On a un point M. Alors, je ne fais pas toutes les coordonnées, je vais mettre que R. Donc ça, c'est R. Donc ici, on a... Alors, si on faisait le calcul exact de E' au point M, ben on écrirait que E' au point M, c'est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 Q1 sur R1 carré pour un certain vecteur unitaire qu'on va appeler U1, plus 1 sur 4 pi epsilon 0 Q2 sur R2 carré pour un certain vecteur unitaire qu'on va appeler U2. U1 et U2, ça serait ça. Ou E, on va les appeler plutôt E1, E2. Donc ça serait le calcul exact. Dans le cas général, ça c'est en général compliqué à faire parce que déjà il faut exprimer les deux distances R1 et R2 et puis les deux vecteurs unitaires, bah, ils sont pas parallèles les deux. Donc
Il va falloir faire une somme de vecteurs après. Et donc, si R est très grand, devant la distance entre Q1 et Q2, on peut écrire que les deux distances, elles sont pratiquement égales à R, et que les deux vecteurs, ils sont quasiment confondus. Avec le ER radial. Alors ça, c'est important. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de le faire, ça m'étonnerait, mais c'est important pour ce qu'on appelle les dipôles. Vous savez qu'au niveau atomique, on peut prendre quand on a une molécule, par exemple, elle peut être formée de deux atomes, un qui va être un peu plus négatif que l'autre. Et comme c'est à l'échelle atomique, ça veut dire qu'on a deux charges qui sont très très serrées. Donc, vu de l'extérieur de notre échelle à nous, on est exactement dans ce cas de figure où on regarde de très très loin deux charges ponctuelles qui sont très très proches. Et donc, tous ces calculs-là d'approximation s'appliquent au cas de ces dipôles. Donc, vous verrez ça en cours, si ça Monsieur, c'est déjà fait. c'est Ouais. R2 qui est environ égal à R1. R1, pratiquement égal à R2, pratiquement égal à Merci. R. Ouais. Ouais. Ces deux distances-là, c'est pratiquement la distance web. Donc ça, vous allez le revoir en cours hein, si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis dans les années suivantes après. Et donc finalement, tout se passe comme si les deux charges, ça faisait plus qu'une seule finalement. Donc on peut écrire que le champ au point M, c'est pratiquement égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, Q1 plus Q2 sur R2. Voilà. Alors si on a le temps, on verra un calcul un peu plus précis. Je ne sais pas si on aura le temps. Donc je mets calcul approché. Donc calcul approché, si R est très très grand, ça nous donne ça. Quelle est la forme des lignes de champ très loin des charges? On retrouve l'allure des lignes de champ créées par une charge ponctuelle. Puisque la formule, ça correspond à la formule d'une charge ponctuelle, les lignes de champ, ça va être quasiment pareil que celle créée par une charge ponctuelle. Autrement dit, si on dézoome ça, si on s'éloigne des deux charges, on va retrouver un truc, des lignes de champ qui vont être globalement comme ça. Et enfin, dernière question, alors qu'on ne va pas traiter en détail, hein, parce que ça serait un peu long.
Dernière question, c'est de comparer un peu les valeurs du champ, de les trier par ordre croissant aux différents points A, B, C, D, E. Sachant qu'on avait trouvé que Q2 égale 9Q1. Donc, il faudra peut-être se servir de ça. Alors, à votre avis, on va procéder comme ça. Où est-ce que le champ va être le plus important, à votre avis? En A, ouais. Pourquoi? Parce qu'on est très proche de cette charge-là, et cette charge-là, elle est 9 fois plus importante que l'autre. Donc c'est là que le champ va être important. Donc on va dire que... je vais le marquer comme ça. Donc on commence par les extrêmes. Où c'est que le champ est le moins important du coup? En C, puisqu'il est nul. Donc on va déjà écrire que E'C inférieur ou égal à, etc., inférieur ou égal à E'. Ici, si on voulait faire une réponse vraiment argumentée pour les autres champs, il faudrait vraiment qu'on mesure les distances, qu'on ne va pas faire. Hein. Monsieur, Ouais. là on parle bien du champ en valeur absolue, c'est ça? Oui, la norme du champ. Hein. Ok. Quand je dis est le plus important en norme. En norme, hein, pas en valeur absolue, ça ne voudrait rien dire en valeur absolue. Oui, Norme. oui, plutôt la norme du champ, oui. Alors, qu'est-ce qu'on mettrait juste avant E'A? Entre E, B et D. B et D, c'est à peu près la même chose, non? Alors, B et D, ouais, on doit avoir à peu près la même chose. Hein, parce que les points sont très proches. Moi, je mettrais bien le champ en E ici. D'accord? Parce que là, effectivement, Q1 est petit devant Q2, mais on est très très proche. Et comme du fait qu'on est très proche de Q1, je pense que le champ en E doit être assez important. Donc moi, je le mettrais bien ici. Et puis après, on peut le faire comme ça, qu'on peut mettre E' en B pratiquement égal à E' en D. Hein, on ne va pas s'amuser à aller plus, être plus précis que ça suffit. D'accord? Voilà, donc vous verrez hein, dans les annales d'interro, vous retrouverez ce genre d'exercice. Pourquoi on donne ça en interro? Parce que ça permet de savoir si vous avez compris les symétries, et en même temps, il n'y a pas de calcul à faire, quoi. Donc c'est facile à corriger pour vous. Je pense que c'est pour ça que ça tombe assez régulièrement, ce genre d'exercice. Ok. Alors on va continuer, non pas par le 6, parce que le 6, ça concerne le champ magnétique.
Moi, j'aimerais rester sur le champ électrique encore un petit peu. Alors, je pense qu'il y a des choses que vous avez fait en cours, notamment l'exercice 7, le champ créé par une répartition en forme de disque, vous avez dû le faire en cours. Non, ça vous dit rien? Non, ce truc-là, ça vous dit rien? En cours? Non, pas du tout? Bon, ben, on va faire ça. Est-ce que vous en êtes où en cours, là? Bon. Personne ne peut me dire où vous en êtes en cours? Ben, on fait des WooClap. On fait des WooClap et on a revu Home on a fait deux, trois exos de ligne de champ. Ok. On place un aimant et on doit trouver sa position avec de la main droite, par exemple. D'accord, d'accord. Bon, vous n'avez pas trop avancé. Alors, on va regarder quand même l'exercice 7. Et puis, il y a des chances que vous le refassiez, en cours. Mais c'est pas très grave. De toute façon, attendez, je vérifie 2 secondes ce que vous... Ah, le 7, il est peut-être un peu hard pour commencer. Bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est de faire plutôt le champ créé par un fil infini dans un premier temps. Alors, vous avez toute la démonstration qui est faite dans le cours, mais comme c'est un exercice très classique, à mon avis, ça vaut le coup de le faire. Alors, donc ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est des charges ponctuelles. Là, on va imaginer la chose suivante. Alors, est-ce qu'on dit un fil infini? J'aime pas bien ça. Alors, champ créé par une distribution de charges en forme de fil infini. Alors, imaginez la chose suivante. Vous avez ici des charges qui sont mises bout à bout. Elles sont toutes alignées. Alors, ne me demandez pas comment on peut faire ça, si c'est possible ou quoi que ce soit, d'accord? On admet. En fait, en électrostatique, on fait des exercices sans forcément se demander s'il y a une réalité physique derrière, hein. C'est juste pour faire du calcul. Donc, imaginez qu'on a des charges ici réparties le long d'un fil. Alors, ce n'est pas un fil au sens physique, d'accord? Il ne faut pas imaginer un bout de fil. C'est simplement une manière de dire que les charges, elles sont à la queue leu, comme ça, tout alignées, et que ça forme une distribution en une dimension, comme si elles étaient alignées le long d'un fil. Donc, c'est une distribution continue de charges, et non plus discrète. C'est-à-dire qu'on n'a pas Q1, Q2, Q3, etc. Là, on a une infinité de charges qui sont réparties et qui forment une ligne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir une densité linéique de charge. Alors, en général, on la note lambda. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un nombre de charges par unité de longueur, simplement. Alors, ici,
on va supposer qu'on a des charges positives, parce qu'il va falloir qu'on fasse un dessin. Donc, il faut bien que je décide si on a des charges positives ou négatives. Là, pour éviter de s'embêter, on va prendre des charges positives. Et quel est l'objectif? Déterminer E en tout point M de l'espace. Et donc c'est très simple, d'accord? Et on va voir comment on démarre. Je fasse tout ça. Donc là, j'indique lambda positif sur la figure, hein, histoire de m'en rappeler. Tout exercice d'électrostatique va commencer par deux choses, l'étude des symétries et l'étude des invariants. Comme en mécanique, on commençait toujours en définissant le système, genre référentiel terrestre galiléen, bilan des charges, etc. Là, la technique, c'est que on étudie les symétries et les invariants. Donc, on va commencer par ça. Étude des symétries. Donc tout le monde voit bien notre système, c'est une distribution infiniment longue, comme ça, de charges. Il faut étudier les symétries. Alors, c'est le début de la phrase. Tout plan, est-ce qu'on peut, par quoi on peut continuer? Ouais. Ouais. Alors on ne l'a pas appelé OX. Alors, vu que c'est vertical, on va l'appeler Z éventuellement. Donc, on va dire que ça c'est un axe ZZ'. Donc tout plan qui contient cet axe, autrement dit qui contient la distribution de charge, est un plan de symétrie. Donc, on va faire quelque chose ici. Ouais, on le fera après. Mais le donc, on le fera après. Est-ce que c'est la seule symétrie qu'il y a à votre avis? Ouais. On va faire des petits dessins, tiens, peut-être pour que ce soit plus clair. Alors normalement, quand on dessine un plan comme ça, on le prolonge ici par des pointillés pour dire que c'est infiniment grand. Hein. Bon, il n'est pas obligé de s'embêter.
On aurait dû le faire ici aussi. C'est bien vite chiant. Alors ça se comprend bien, la première condition. D'accord? Parce que le plan qui contient les charges est son propre plan de symétrie. Donc ça se comprend bien. Ça se comprend peut-être un peu moins bien. Qui peut me donner une raison à ça? Pourquoi on peut parler de plan de symétrie? Hein? Tout simplement, ce n'est vrai que parce que le fil est infini. D'accord? Si le fil n'était pas infini, il y aurait juste le plan qui passe par son milieu qui serait infini. Mais là, comme le fil est infini, en gros, pour parler simplement, il y a autant de charges au-dessus qu'en dessous. D'accord? Alors, quand on fait l'étude des symétries comme ça, il ne faut pas oublier des symétries. D'accord? Si on s'était contenté que de ça, on serait passé à côté de la moitié des trucs, quoi. Donc, il ne faut vraiment pas oublier les symétries. Donc là, on a fait le tour. Donc maintenant qu'on a les symétries de la distribution de charge, il faut qu'on en déduise les symétries sur le champ. Parce que c'est le champ qui nous intéresse. Alors, on va peut-être commencer par celui-là. Donc tout plan perpendiculaire au Z est plan de symétrie. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Si je prends un point ici qui appartient à ce plan, on va en déduire ça. En tout point du plan, ici, de symétrie, le champ est contenu dans le plan. Ça fait partie des propriétés de symétrie que vous n'avez pas jouées. On revient au cas précédent. Est-ce que là, on peut en déduire quelque chose? C'est la même chose. En tout point M qui appartient à un plan de symétrie, le champ est dans le champ. D'accord? Donc, si je prends un point sur le plan bleu ici, le champ il appartiendra à ce plan. Si je prends un point qui appartient au plan qui est passé en rouge ici, le champ sera aussi dans le plan. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire d'un point qui appartient à deux plans de symétrie? D'intersection des deux plans. D'accord? Donc, si je combine ça et ça, d'accord? Si je combine ces deux trucs, je vais le tracer là. Alors, je retrace un plan perpendiculaire comme ça. Je trace un plan vertical, je fais comme ça. On trace les deux. Hein.
Il est où la droite d'intersection de ces deux points? C'est cette droite-là. On est d'accord? Donc, si je prends un point qui est situé sur cette droite d'intersection, ça veut dire que le champ, il est porté par cette droite. D'après les symétries. Donc, ça veut dire que le champ, il va être comme ça. Alors, pourquoi je le trace dans ce sens-là? Parce que j'ai pris les charges qui sont positives. Donc, je sais que le champ va s'éloigner des charges. Donc, je vais le tracer comme ça. Si jamais je le trace de l'autre côté, par exemple ici, le champ sera comme ça. Ok, jusque-là? Une autre façon de le dire aussi, c'est qu'on a un système qui présente une symétrie de révolution d'axe Z. Et donc, ça nous indique que si on utilise les coordonnées cylindriques, qui sont les coordonnées les mieux adaptées à la géométrie du problème, on sait que E, ça sera une composante selon le vecteur unitaire ER. Et cette composante, on va l'écrire E. Alors, je mets une barre dessus pour dire que ça peut être algébrique. Et cette composante, elle pourrait dépendre en fait des trois variables R, θ et φ. Donc simplement avec l'étude des symétries, je sais que le champ E dans l'espace, il a cette allure-là. C'est un champ qui est radial. Si lambda est positif, E s'éloigne du fil. Si lambda est négatif, E se rapproche du fil. Autrement dit, dans un cas, E il est selon plus ER, dans l'autre cas, il est selon moins ER. C'est une autre façon de le dire. Donc, vous voyez que ces symétries, c'est assez puissant. D'accord? Ça nous aide à savoir, à déterminer la forme de E, donc sous quelle forme on doit faire les calculs. Ça veut dire aussi qu'il faut toujours prendre le système de coordonnées qui est le mieux adapté à la géométrie du problème. Et ça, on le faisait déjà quand on était en mécanique. Donc, il n'y a rien de nouveau là-dessus. Alors, j'efface mon dessin pour enfin. On va
expliquer les choses d'une manière un peu différente, mais qui revient au même. Alors, je le représente dans le plan du tableau, hein, parce que faire une vue en 3D, ça va bien 5 minutes, mais ce n'est pas toujours ça. Imaginons qu'on a un point M à cet endroit-là. Je mets mon origine ici, d'accord? Projeté orthogonal. Donc j'ai dit, je prends un lambda positif. Je vais considérer ici une petite longueur dz. Un petit élément de longueur sur mon fil. Cette petite longueur dz, ça correspond à une charge élémentaire dq qui est égale à lambda dz. Et puis dz, c'est tout petit. D'accord? C'est un tout petit élément de longueur. Donc dq, c'est quasi comme si c'était une charge ponctuelle. Comme c'est tout petit. Et je sais quel est le champ qui est créé par une charge ponctuelle. Je sais que quand je suis à une certaine distance d d'un point F, ben le champ qui est créé par cette distribution de charge, ça va être un champ dE qui est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 dq sur d au carré. Ah, je ne vais peut-être pas l'appeler d parce qu'on confond avec la dérivée. On va appeler L. Fois un certain vecteur unitaire et on va appeler U. D'accord ? On va, à chaque fois qu'on fait de l'intégration, en fait, on se ramène à ce qu'on connaît, autrement dit, on se ramène au cas d'une charge ponctuelle. Pas dur. Alors, pour avoir le champ total, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir additionner tous les DE qui sont créés par tous les petits éléments de longueur. Ça sera le but du calcul. Mais dans un premier temps, qu'est-ce que je vais faire? Je vais montrer que si je prends un autre élément de longueur diamétralement opposé, un dz', on aura la même charge. Je ne vais pas l'appeler prime, ça complique plus que chose. Je prends un autre dz situé qui est symétrique par rapport à O du premier. J'ai la même charge. Je suis à la même distance, puisque j'ai pris deux éléments symétriques. Donc ça veut dire que si j'appelle le vecteur unitaire ici U', là j'ai un DE' qui vaut 1 sur 4 pi epsilon 0, dq sur L2, U'. Et si je fais déjà le principe de superposition pour ces deux champs élémentaires, eh ben on voit que la somme des deux est selon ER. Donc on peut faire une phrase comme ça. Pour deux éléments de longueur dz, diamétralement opposés, on voit que la résultante DE plus DE' est selon ER.
Donc, pour tout le fil, E sera selon ER. C'est une autre façon d'exprimer les symétries. C'est de montrer que la somme des champs élémentaires sera de toute façon selon E. Alors, est-ce qu'il vaut mieux faire ça ou faire les symétries comme on les a vues avant? En fait, il faut faire les deux. Parce que ça va servir pour les calculs. D'accord? Donc, il faut commencer par les phrases sur les plans de symétrie tels qu'on les a faites avant. Et de toute façon, vous serez obligé, pour les calculs, de faire un dessin comme ça et d'expliquer les choses. Je vais finir vite fait par les invariances. Est-ce qu'il y a des questions sur ces symétries ou c'est clair? Ça va? Alors, on reprendra la figure, hein, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, de toute façon, je le referai tout à l'heure. On continuera cet après-midi. Et je finis vite quand même par les invariances. Donc, pour l'instant, les symétries, ça nous donne ça. On sait que E, il est selon ER. Mais on peut faire mieux. Donc, deuxième point, c'est l'étude des invariances de la distribution de charge. Si on met juste l'étude des invariances, ça suffit. Je refais mon fil infini. Donc, on a dit que c'était sur l'axe OZ, pour faire simple. Qu'est-ce que ça veut dire, étude des invariances? Eh bien, il faut vous mettre un petit peu dans la place d'un observateur qui se situerait en un point M de l'espace, comme ça. Et le but du jeu, c'est de voir si la distribution de charge, elle varie ou pas, si on se déplace. D'accord? Alors, on va rester en coordonnées cylindriques, puisqu'on est en cylindrique. Et puis, on va regarder ce qui se passe. Imaginez encore une fois, hein, vous êtes un tout petit bonhomme, là, au point M. Vous voyez en face de vous le fil infini. Et vous vous déplacez. Est-ce que la distribution de charge, elle varie si vous vous déplacez le long parallèlement au fil infini, c'est-à-dire si vous vous déplacez selon Z? Non. Vous voyez toujours une distribution de charge infinie en face de vous. Donc, on va écrire que la DDC est invariante vis-à-vis de toute translation selon Z. Conclusion, E ne dépend pas de Z. Ça veut dire que E qui est égal à E de R θ ER. J'ai éliminé une variable dans l'histoire. Est-ce qu'il y en a d'autres, des invariances? Selon θ, du coup. Ouais. La DDC est invariante vis-à-vis, etc., de toute rotation selon θ. D'accord? Si vous tournez comme ça autour, en gardant la même distance par rapport à la distribution de charge, vous ne voyez pas de différence. Donc, E ne dépend pas de θ. Ça veut dire que E, on le cherche
sous cette forme-là. Donc, c'est puissant quand même, cette étude des invariances. Ça nous dit que dans nos calculs, il n'y a plus qu'une seule variable R. Alors, est-ce qu'on peut la virer, cette variable R? Ben non. Parce que si on s'éloigne du fil, par exemple, on pourrait penser que le champ, plus on s'éloigne, moins il devient important. Peut-être, ou pas. Par exemple, pour un plan infini, ça sera peut-être pas la même chose. Bref, on ne peut pas conclure. Pour R, on peut rien conclure. Ah, zoom. Et je finis là-dessus. Pour R, on ne peut rien conclure. Donc, si E dépend d'une variable, ça ne peut être que R. Entre parenthèses, ce n'est pas une obligation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que peut-être que des fois, on va laisser une variable, et à la fin, on s'apercevra que le champ il est uniforme. Mais on ne peut pas le savoir forcément au départ. Donc, on laisse R, et puis on verra bien dans les calculs ce que ça va donner. Donc voilà, on ne peut pas aller plus loin que ça, mais c'est déjà pas mal. On sait que notre champ, il faut le chercher sous cette forme-là. Donc cet après-midi, eh ben, on fera les calculs pour trouver l'expression de R. Allez, bah, à tout à l'heure. À tout à l'heure.